Merci de la confiance que vous accordez pour votre émission Perceptive. Cette émission où nous parlons des actualités, de grandes lignes de l'actualité de l'heure, où les intervenants débattent sur pousser les gouvernements congolais à agir. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous Maître Luembe. Avec lui, nous allons débattre sur les processus électoraux. C'est depuis hier que la CENI a publié la liste provisoire sur le candidat à la présidentielle de 2023. Avec lui, je crois que vous aurez tellement de réponses à toutes vos questions sur les processus électoraux, des analyses qu'il va porter, lui et moi, ensemble, nous allons découvrir. Je commence d'abord par les saluer. Bonjour Maître Luembe. Bonjour Madame Christelle. Comment vous allez? Oui, je me porte bien. Nous avons tellement la joie de vous recevoir aujourd'hui pour échanger sur les actualités de l'heure. C'est vraiment un grand plaisir pour nous. Tout à fait, c'est partagé. Très bien. Oui, Maître Luembe, on a eu assisté, moi et vous, sur le début du processus électoral, depuis le dépôt des candidatures, la députation, plutôt les dépôts à la présidentielle de 2023. Quelle lecture faites-vous, étant qu'analyste politique et chevronné en la matière de droit? Bon, j'ai suivi de près les dépôts des candidatures à la députation nationale, provinciale, et puis à l'élection présidentielle pour 2023. Bon, je trouve que les conditions ne sont pas très rigoureuses. Bon, pour la députation nationale et provinciale, on exige uniquement le titre de gradué dans telle ou telle science, dans l'institut supérieur ou d'une université, ainsi que le titre de licencié. Mais on ne parle pas de l'expérience. L'âge devrait être un peu haussé. Donc l'expérience dans le management public ou privé pendant 10 ans pour la députation provinciale, pendant 15 ans pour la députation nationale, je crois que ce serait indiqué parce que lors des débats à la Chambre basse, eh bien, je crois que celui qui a une certaine expérience, qui a travaillé pendant X temps dans le management public ou privé, eh bien, il peut mieux comprendre la portée des questions qui sont soulevées et des projets de loi qui sont lors des plénières. Mais si on prend un jeune de 28 ans parce qu'il a sa licence... Il y a d'autres même, il faut soulever qu'il y a d'autres même qui sont des étudiants. On a eu à mener des investigations. Ils sont encore à l'université, mais ils sont des candidats députés. Est-ce qu'on peut s'attendre à de meilleures choses, à des meilleures propositions de loi, à vraiment défendre le peuple congolais? Bon, je ne pense pas tellement. Je connais un ancien député qui fréquentait le cabinet Mbouimbié, le bâtonnier Mbouimbié, qui nous avait laissé entendre à l'époque que dans chaque législature, généralement, c'est un tiers de députés qui travaillent, tandis que les 2 tiers, eh bien, ils sont là pour applaudir, ou il y en a même qui roupillent, et d'autres qui attendent uniquement quand la paye vient, et voilà, on a commencé à payer. Et puis il y a l'absentéisme qui a été critiqué à un moment donné par le président Moïse. Voilà. Alors tout ça, je crois que dans notre jeune démocratie, on doit de législature en législature essayer d'améliorer la qualité des députés tant nationaux que provinciaux. Et je pense qu'il devrait avoir chacun deux assistants. Un comme juriste et un autre comme économiste pour les aider à mieux appréhender les dossiers ou les projets de loi qui sont présentés ou même faire, quand ils interrogent tel ministre concernant ceci, eh bien, ils ont déjà au moins 2 personnes qui sont dans leur cabinet, et l'un étant juriste et l'autre étant économiste. Ça peut faire marcher les choses un peu plus convenablement, dans l'intérêt du pays. Maître
Maître Raphaël Louembe, moi je trouve que le problème se situe au bureau. C'est le bureau qui à chaque fois doit motiver le député de manière à répondre si cela, comme vous venez d'évoquer, qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un constat que on a 500 députés, mais c'est un tiers qui se mettent au travail, qui travaillent réellement. Alors pourquoi pas le bureau puisse au moins statuer là-dessus, parce qu'ils sont payés régulièrement. Pourquoi ne pas statuer pour motiver ceux-là qui ne viennent presque pas et d'autres qui ne travaillent pas, qui ne contribuent pas pour défendre le peuple congolais, qui puissent être sanctionnés. Là au moins je pense qu'il y aura une amélioration. Tous ces élus du peuple pouvoir au moins se donner de manière à participer, de manière à mettre un coup de pouce pour que les choses changent réellement. Oui, Madame Christelle, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Bon, là, vous abordez le problème peut-être de l'absentéisme. Mais en amont, la loi elle-même doit être rigoureuse. Bon, elle doit, à part les titres académiques, gradués, licenciés, exiger par exemple que le candidat puisse démontrer qu'il a travaillé pendant 10 ans ou 15 ans dans l'administration publique ou privée et qu'il a donc une certaine expérience de la gestion de la chose privée ou publique et qu'il peut amener un plus à l'Assemblée nationale ou provinciale. Mais lorsqu'on prend une personne peut-être qui a 28 ans, mais il vient de décrocher sa licence dans telle science, il arrive sans expérience, et bien là, je crois que c'est favoriser cet engouement que nous constatons du fait que la rémunération des députés nationaux est assez colossale. Hein. On parlerait de 21 000 $. Eh bien, les gens aiment l'argent facile dans notre pays. Ils y vont pour plus se faire les poches et non pour s'occuper de la gestion de la res publica. Voilà. Alors pourquoi ne pas aussi modifier plutôt quelques lois dans la constitution de notre pays? Ça serait justement pour le bien-être de la nation congolaise. Je me souviens, c'était vers 2021 où le chef de l'État avait prôné qu'on devrait au moins diminuer ou réduire le train de vie. Alors comment est-ce que le budget sort? Il y a un grand montant par rapport à la législature passée. Il y avait 3 millions qu'on faisait sortir pour le budget. Mais par contre, ici, il y a augmentation du budget national, mais par rapport à la concrétisation de ces dons, les gouvernements met en exergue, on trouve que c'est réduit. Comment vous trouvez cela? C'est au gouvernement de statuer là-dessus pour que ces derniers puissent réellement contribuer pour le développement du pays. Oui, ce que vous dites là, c'est valable. Les institutions de l'État ne doivent pas consommer, mettons, la moitié du budget national. Déjà, le budget que nous avons, il est très modique hein, par rapport aux problèmes qu'il y a au pays. Mais je crois que la loi électorale, elle-même, elle devrait être assez rigoureuse pour... et puis, le pouvoir doit diminuer les émoluments des députés nationaux et provinciaux. Bon. Et puis, même les mandataires hein, de l'État, ils doivent toucher des émoluments un peu modestes parce que beaucoup d'entreprises publiques devenues sociétés commerciales, bon, généralement, sont des canards boiteux, elles n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, je crois que c'est la loi. Alors que le pays a plusieurs secteurs où on est encore en difficulté, voyons sur le plan éducationnel, où les enseignants viennent chaque fois plaident pour parce qu'il n'y a pas une bonne rémunération, alors qu'il y a d'autres secteurs où c'est privilégié, où ces derniers sont valablement rémunérés, mais sur le point de travail, c'est chaotique. Oui, là, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Là, il y a beaucoup à faire. Et il y a une union des parlementaires hein, sur le plan international. Je ne pense pas qu'un député, d'ailleurs en Chine, je crois qu'il travaille pour une somme très modique. Hein.
hein, parce qu'ils travaillent pour l'État, ils veulent rendre service à la nation. Oui, c'est pas pour se faire les poches ou s'enrichir. Oui. Alors il y a comme vous venez de le dire, les enseignants. Mboudi 1 ou Mboudi 2, où est-ce qu'on en est? Non, mais vous apprenez que les émoluments des députés, oui, les médecins, oui, ils sont mal payés. Les professeurs d'université, les assistants, les chefs de travaux, ils sont mal payés. Mais on songe plus à mieux rémunérer les députés nationaux et provinciaux. Je crois que là, on ne veut pas du progrès du pays. Voilà. Maître Louembe, c'est aussi un problème des animateurs de notre pays. Jusque-là, le pays n'a pas encore trouvé de bons animateurs. Si on avait quelqu'un à la tête de la République de notre pays, néanmoins s'il avait ses soucis, il aurait dit faire asseoir l'appareil judiciaire de manière à revoir quelques lois pour que le peuple, au moins le peuple congolais, puisse se retrouver. Nous pouvons dire bien que le peuple congolais avait donné confiance, avait fait confiance au président actuel. C'est dire que son père, il fit un grand opposant, le premier opposant, si je peux dire, de notre pays. 38 ans, il était dans l'opposition. Nous sommes dit comme cela, ils ont lutté pour le bien-être, ils voulaient le bien-être de notre pays, parler du peuple d'abord. Mais aujourd'hui, la population congolaise croupisse dans la misère intense. Vous ne voyez pas que c'est un problème des animateurs de notre pays. Jusque-là, la RDC n'a pas encore trouvé des bons animateurs parce que chacun, lorsqu'il arrive, il cherche à gagner, à privilégier ses intérêts au lieu de privilégier les intérêts de la nation. Oui, mais là, dans ce que vous dites là, il y a à boire et à manger. L'actuel chef de l'État, on a constaté qu'il est animé d'une certaine bonne foi, oui. Mais il a trouvé aussi une situation assez chaotique. Bon, mais pour redresser cette situation, ses collaborateurs ont un rôle à jouer. Le gouvernement lui-même a un grand rôle à jouer. Bon, quelle que soit sa bonne volonté à vouloir un changement, bon, je ne pense pas que ses collaborateurs ainsi que les autres animateurs des autres institutions sont disposés à ce que les choses changent. Et puis, nos amis de la diaspora qui ont accompagné le chef de l'État, la plupart, après 5 années, on a constaté qu'ils sont aussi plus intéressés à se faire les poches qu'à s'occuper du développement du pays. Donc ça, c'est un grand problème au pays. Je ne sais pas comment on pourra le résoudre, mais espérons qu'avec la bonne volonté, lors du deuxième mandat, si le chef de l'État actuel passe, parce qu'il a beaucoup de chance par rapport aux autres ténors, aux autres ténors, je crois qu'il a beaucoup de chance. Mais actuellement aussi, il faut aussi le dire, il a derrière lui une ribambelle de partis politiques et regroupements politiques qui sont derrière lui. Il y a plus de 400 partis politiques et regroupements de l'Union sacrée qui soutiennent valablement sa candidature. C'est pourquoi je dis que bon, on espère qu'au deuxième mandat, il va essayer de s'occuper du social, parce que le social n'est pas tellement au rendez-vous. Mais il y a quelques infrastructures qui ont été arrangées ici et là. Bon, le problème de l'eau à Kinshasa, ça s'est amélioré, par exemple. Bon, la desserte électrique, ouais, là, ça cause un autre problème, oui. Dans les coins et recoins, la population s'est plainte pour se dire que la problématique de l'électricité pose problème partout dans tous les coins, même de milieux où on savait que l'électricité était très stable, mais actuellement c'est chaotique, c'est compliqué. Oui, mais Madame Christelle, avant que vous ne me voyiez là, j'ai un dossier d'implantation une centrale photovoltaïque. Ce secteur de l'électricité a été libéralisé. Donc, les investisseurs privés peuvent venir, par exemple, pour exploiter l'énergie hydroélectrique sur Zilo 2, dans le Lualaba, ainsi que partout où il y a
des possibilités d'exploiter les centrales hydroélectriques. On a beaucoup de cours d'eau qui permettent d'exploiter, d'implanter des centrales hydroélectriques ou bien des centrales photovoltaïques. Mais le problème parfois ici, vous écrivez à la présidence ou à la primature, vous n'avez pas de réponse, on répond difficilement au courrier. Alors là aussi, je me demande, ou bien on veut une chose de son contraire, ou on ne répond pas parce qu'on est dépassé ou parce qu'on n'est pas intéressé. Bon, donc il y a beaucoup de choses que le chef de l'État doit améliorer lors de son second mandat, si c'est lui qui passe. Et si c'est un de ses challengers, bon, il doit essayer d'améliorer cela. Comme il y a eu la libération du secteur électrique, eh bien, les particuliers doivent aussi implanter des centrales hydroélectriques et des centrales photovoltaïques. Ça sera une amélioration de la situation dans le secteur. Vous avez évoqué que le chef de l'État, il a vraiment la volonté de changer, il a la détermination, la bonne foi. Est-ce qu'on peut déjà se dire qu'il y a des avancées très significatives dans presque tous les secteurs ou quelques secteurs dont vous pouvez nous citer? Bon, dans tous les secteurs, non, je ne pense pas que dans tous les secteurs. Dans quelques secteurs? Dans quelques secteurs. Dans quelques secteurs. Bon, côté infrastructure, bon, il y a eu quelques ouvrages. Bon. Comme quoi? Bon, à l'intérieur du pays, je ne connais pas tellement, mais il y a eu des infrastructures implantées par-ci, par-là. Bon, à Kinshasa, il y a la route de Lenguesa, il y a le marché central, bon, il y a quelques infrastructures, mais ce n'est pas, ça n'a pas tellement d'impact aussi sur l'économie du pays, hein. Bon, il faudrait des infrastructures qui ont un impact sur l'économie. Par exemple, sur le plan agricole, bon, qu'on puisse arranger les routes des dessertes agricoles pour que tous les biens produits dans telle et telle province puissent être acheminés dans telle province afin que les gens puissent les acheter à un coût réduit, mais majorer seulement des frais de transport et du bénéfice. Quand les produits viennent du Nord Kivu, du Sud Kivu, ça arrive à Kinshasa. Mais quand ça doit venir par avion, ça devient aussi très cher. Voilà. Est-ce que les députés provinciaux, ils sont à la hauteur de leur rôle? Faisons d'abord un œil particulier pour ceux de la ville province de Kinshasa. Bon, les députés provinciaux, en fait, on a implanté cette institution des assemblées provinciales pour rapprocher les gouvernés des gouvernants. Oui. Bon. Et puis, comme lors de la conférence nationale souveraine, il y a ceux qui voulaient le fédéralisme et ceux qui voulaient une décentralisation. Bon, suite à certains conseils, on a trouvé que dans un premier temps, comme on n'est pas tellement une nation, on puisse d'abord décentraliser sérieusement le pays pour que les gouvernés puissent se rapprocher des gouvernants. C'est ainsi qu'il y a les assemblées provinciales. Mais l'expérience n'est pas très encourageante parce que ces députés provinciaux, généralement, il y a des querelles entre eux avec le gouverneur. Souvent, il y a des motions pour destituer le gouverneur. Bon, alors on se demande, par exemple, dans le Sud Kivu, il y avait un gouverneur valable, mais on a appris qu'il y avait une motion de décision contre lui. Bon, alors on se demande, est-ce que ces motions de décision sont fondées ou pas? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, l'expérience n'est pas très bonne et on n'a pas changé non plus la loi sur les sénateurs. Bon, les 100 sénateurs qui viendront prochainement. Nous sommes déjà à la fin de la législature de 2018. Par rapport aux députés nationaux, est-ce qu'il y a eu des figures qui ont marqué leur temps pour la proposition de loi et le suivi de loi? Est-ce que vous avez au moins l'idée de quelques-uns parmi tous les 500 qui étaient vraiment visibles ici pour mener de manière à proposer des lois et à faire le suivi de ces lois? Bon, personnellement, je ne suivais pas tellement, hein, mais je sais qu'il y a un certain Singhi
Il s'est distingué, mais il y a une loi là dernièrement sur la dot. J'avais trouvé que ça c'était du n'importe quoi. Proposer que la dot soit de 500 $, ça je trouvais que ça ne valait pas la peine. Voilà, ça je trouvais que ça ne valait pas la peine. Bon, mais il y a... Il y a aussi une autre loi sur la congolité, on en sait où est-ce qu'on était devenu, ça a été abandonné, on ne sait plus la suite. Proposée par Noël Tchani, bien qu'il n'ait pas député. Oui, cette loi-là, elle a été combattue, mais je ne dis pas que je suis pour cette loi-là à 100%. Néanmoins, je sais que sous Mobutu, je crois en 1985, il y avait aussi un texte qui avait dit que pour être candidat à la présidentielle, il faut être de père et de mère congolais. Donc, aux États-Unis, pour être candidat à la Maison-Blanche, eh bien, il faut être né aux USA. Henry Kissinger, très intelligent, avec une thèse de plus de 5000 pages d'Harvard, et professeur, je crois, ne pouvait pas postuler parce qu'il n'était pas né aux États-Unis. Hein? Il n'est pas né, puisqu'il est encore en vie d'ailleurs. Bon. Alors, le pays est souverain pour déterminer les conditions de ceux qui doivent animer les fonctions de souveraineté telles que chef d'état-major général, bon, président de la République, président. Mais ici, on sent que les Occidentaux veulent nous imposer leur point de vue là où nous devions démontrer notre souveraineté. Donc il y a encore... on doit s'imposer pour ne pas suivre les lois qui nous viennent de l'extérieur. Parlons du dépôt de candidature à la présidentielle de 2023. Il y a eu 24 candidats, une femme et puis 23 hommes. Entre et autres, on ne peut pas oublier qu'il y a eu aussi un pasteur de l'église où nous connaissons tous qui a aussi déposé sa candidature. Est-ce que la loi permet qu'un homme de Dieu, il est déjà pasteur, il est déjà à la sacerdoce, s'il aussi il peut s'engager à la politique, et est-ce qu'il y a une loi sur ça? Bon, il y a 24 candidats, comme vous le dites. Bon, parmi ces 24 candidats, il y a des candidats distracteurs qui sont là, peut-être tout juste pour faire éclater les voix, qui devraient aller chez tel, que ça s'éparpille. Ça a toujours existé. Déjà en 2011, il y avait un candidat, beaucoup de candidats. Il y aurait eu même, je crois, un candidat qui portait le nom de Tshisekedi. Eh bien, et puis il y a eu un candidat pour un Quinois qui était là aussi pour faire éclater les voix, éparpiller les voix qui devraient aller chez Feu Étienne Tshisekedi. Donc, parmi les candidats là, il y a des candidats distracteurs. Il y a aussi une femme. Oui, il y a une femme. Oui, oui. Les élections de 2018. Ok. Elle est encore revenue. Tout à fait. Bon, donc, le montant de 100 000 $ qu'on dépose là, est-ce que ça vient de tous ces candidats-là? Point d'interrogation. C'est une question qui... Bon, nous sommes dans un pays où les gens ne sont pas généralement riches. Bon, aller gaspiller 100 000 $, lorsqu'on est presque sûr qu'on ne sera pas élu, eh bien, je crois que c'est plus les candidats distracteurs. Ils sont financés par certains hommes politiques pour aller perturber l'électorat des X, Y. Parlons toujours de ces 100 000 $. Il y a aussi un candidat à la présidentielle où il est critiqué, on dit qu'il a été financé par les Occidentaux. On parle de Denis Mukwege. La population s'est dit que lui, il a derrière lui les Occidentaux qui les poussent au moins à devenir président, à devenir plutôt à la tête de la magistrature suprême. Bon, est-ce que nous avons des preuves que ce sont les Occidentaux qui le poussent? Bon, nous n'avons pas tellement de preuves, mais ce qui est vrai, un pays comme le nôtre, généralement, les Occidentaux ne sont pas indifférents en ce qui concerne celui qui doit diriger le pays. Bon, quand vous suivez dans le conflit entre
les Occidentaux et la Russie, la Confédération des Russies, bon, vous sentez que souvent Poutine reproche aux Occidentaux le fait que c'est eux qui implantent des présidents en Afrique, hein, généralement. Alors, c'est sûr qu'ils aimeraient contrôler le président qui, en Afrique. Ça, ce n'est pas des sitôt qu'ils vont laisser. Les dominants, il y a les dominants et les dominés. Alors, les dominants pour le moment, ce sont les Occidentaux. Et depuis la chute de l'URSS, bon, c'est eux donc les USA, qui dominent et ils veulent que leur volonté s'accomplisse. On va aussi parler du dépôt des candidatures d'un homme des dieux que nous connaissons tous. C'est le pasteur de l'église La Louange. Lui aussi étant qu'un homme des dieux, on ne sait pas. C'est une vision que l'Éternel a donnée d'être à la tête de la République démocratique du Congo. Ou soit, bon, on ne sait pas, il peut associer tous les deux. Que dit la loi par rapport à ça? Il peut être en même temps un homme des dieux, en même temps un politique. Bon, là c'est l'amalgame. C'est l'amalgame. Moi je crois que s'il veut faire la politique, il n'a qu'à laisser le sacerdoce. Hein. L'église, généralement, il est apolitique. C'est pourquoi on dit qu'elle est au milieu du village. L'église est apolitique. Donc, je ne vois pas Ambongo postuler et rester encore au sein de l'église. Mais il n'est pas le seul. On a vu aussi, à l'ancien temps, il y a eu aussi Moïse Amos Mbayo, qui fut aussi le ministre des Sports. Il était en même temps ministre, puis en même temps il prêchait, il était toujours homme de Dieu. Oui, mais c'est ça que j'ai dit, que c'est un peu la confusion qu'il y a au pays. On doit plus, on doit, je crois, créer des incompatibilités. C'est ainsi que j'ai dit que la loi électorale n'est pas rigoureuse. On doit mettre des incompatibilités, c'est-à-dire le magistrat est apolitique. Vous voulez faire la politique, vous quittez la magistrature. Bon, le militaire, il est apolitique. Vous voulez faire la politique, vous quittez l'armée. Hein, vous vous rappelez, à un moment donné, il y avait, quand Joseph Kabila était candidat, eh bien, il y a des gens qui disaient, mais quand est-ce qu'il a quitté l'armée? Donc cette confusion-là continue à persister chez nous. Hein, on ne détermine pas les choses clairement. Les incompatibilités, oui, les incompatibilités doivent être mentionnées. Ils doivent être mentionnés. Donc, Amos Mbayo, s'il était serviteur de Dieu dans l'ECC, il ne doit pas devenir ministre. Ce n'est pas statué dans notre pays, c'est pour cela qu'ils évoluent ainsi. Parce qu'il y a des généraux, il est toujours à l'armée, et on le retrouve d'IRCAB quelque part, on le retrouve ici. Ah, attention. Oh, non, vous pouvez être dans l'armée, mais vous êtes d'IRCAB au ministère de la Défense. Non, ça marche, ça c'est compatible. Mais pas, vous êtes général ou major, et puis vous postulez à la députation provinciale. Non, là, ça n'a pas de sens. Là, c'est incompatible. C'est pourquoi ces incompatibilités doivent être énoncées clairement dans la loi électorale en ce qui concerne la députation provinciale, la députation nationale et l'élection présidentielle. Il doit y avoir des incompatibilités. Le processus électoral, depuis que ça a commencé, qu'est-ce que vous trouvez que ça n'a pas vraiment répondu à vos attentes étant que citoyens congolais? Là où vous pouvez critiquer la CENI pour se dire que par là, ils ont mal procédé, par là, ils ont bien procédé. Du côté négatif, comment vous trouvez le début du processus électoral jusque là où nous sommes? Bon, ce que je peux reprocher pour le moment à la CENI, les cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs s'effacent facilement, ils perdent les écritures. Bon, on doit faire des duplicata. Bon, je ne sais pas pourquoi. On a quitté l'ancienne maison qui a établi les cartes d'électeurs en 2000 pour les élections lorsque la CENI était dirigée par Nanga, bon, pour aller faire imprimer dans une autre maison. Là, je n'ai pas compris. Mais actuellement, moi je ne juge pas très sévèrement la CENI actuellement. Je vous ai dit que ce que je préfère, c'est qu'on puisse, comme on dit que Kadima est un spécialiste
en matière électorale, eh bien, qu'il puisse prévoir la certification des procès-verbaux qui établissent que voilà, après clôture dans tel bureau de vote, de tel centre, s'il y a autant de bureaux, eh bien, les témoins qui sont là sortent avec des PV certifiés conformes par les chefs des bureaux là, que voilà, c'est ça, ces résultats-là, que tels les candidats, par exemple à la présidentielle, ils ont eu autant, tel a eu autant, de sorte que leurs témoins respectifs peuvent totaliser leur bulletin de vote gagné pendant les 2 jours de ces élections-là. Et avec l'évolution des NTIC, on peut déjà avoir une idée, dire que tel a une avance sur tel autre. Bon, le professeur Mbelolo Alifasik avait aussi appuyé cette idée-là, hein, mais ici, on va faire tout un mois, on dit que non, les autres n'ont pas à dire, seul la CENI. Là, moi, je crois que c'est un peu aller à l'encontre de la transparence et de l'évolution de la science. On nous avait aussi parlé, on va remettre, soit on va octroyer la carte d'identité. Jusque-là, la population qui attendait la carte d'identité. Bon, là, je crois que le ministère de l'Intérieur n'a pas joué son rôle parce que la carte d'identité en Belgique, elle coûte je ne sais pas combien d'euros. C'est pour 5 ans renouvelables. Ici aussi, on pouvait faire de même. 5 ans renouvelables, on paye par exemple 12 500, l'équivalent de $5. Et si c'est 10 ans, eh bien, on paye $10, l'équivalent de 25 000 francs congolais. Eh bien, c'est l'argent qui devrait aider l'État congolais à faire d'autres choses. Hein. Le ministère de l'Intérieur là, a failli, je ne sais pas pourquoi. Votre message beaucoup plus particulier que vous pouvez dire à la CENI par rapport toujours sur le processus, en rapport plutôt sur le processus électoral. Je viens de conseiller ici l'obtention par les témoins des procès-verbaux après clôture des votes, hein, pour que les témoins puissent montrer à ceux qui les ont mandatés que voilà, vous avez recueilli autant de voix. De sorte que quand il y a recours devant telle juridiction, eh bien, le candidat qui conteste les résultats de la CENI, il puisse démontrer, comme on dit en latin, en droit, que l'acteur qui doit emporter la preuve, actori incumbit probatio, il vient avec ces PV-là et il démontre que voilà les résultats que j'ai gagnés dans la ville-province de Kinshasa ou à Matadi, ou si c'est le candidat à l'élection présidentielle, s'il a pu avoir des témoins partout, il démontre qu'effectivement, c'est moi qui ai plus de voix que... Mais pas... or, si cela ne change pas, ça sera comme Martin Fayoul qui disait qu'il était candidat élu, mais il ne savait pas apporter les preuves que c'est lui qui aurait été élu et non Félix Tshisekedi. Donc c'était plus du verbiage parce qu'il n'avait pas de preuves. Alors il faut ces PV-là. Si la CENI peut, Kadima qui est spécialiste, peut permettre à ce qu'il y ait des PV certifiés par les chefs de centre ou les chefs de bureau de vote, eh bien, je crois que c'est déjà un progrès pour notre jeune démocratie. Oui, Maître Raphaël, l'actualité n'est pas seulement ici à Kinshasa, c'est hors de frontières également, dans les continents, dans le monde. Nous voulons faire aussi allusion à une réalité qui s'est produite dans la République du Gabon, où il y a eu un coup d'État, où le major a pris la place du président après la publication de résultats. Mais nous venons d'apprendre cette semaine que sa femme Sylvia est aux arrêts, la femme du président Ali Bongo est aux arrêts. Par rapport à cette situation, à ces détails, que pouvez-vous dire? Une ancienne première dame qui se fait arrêter, on lui reproche des blanchissements d'argent. Bon.
Le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de présidents en Afrique, il n'y a pas qu'au Gabon, hein, beaucoup de présidents en Afrique sont protégés par les Occidentaux. Hein. On a vu dans l'Ouest africain, hein, au Mali, au Niger, bon, eh bien, ce n'est que normal que lorsque vous restez trop longtemps au pouvoir, 30 ans, 40 ans, généralement, à un moment donné, la population ne voit pas ce que vous faites, et puis le pouvoir corrompt. Hein, quand on fait beaucoup d'années, et puis ça vous corrompt, et il y a puis... déjà le fils qui a été arrêté, mais cette fois-ci c'est la femme, qui est mise sous détention. Donc du jour alors, il y aura une sanction sévère qui sera déjà décrétée sur lui. Oui, mais si la première dame a commis des infractions de droit commun, bon, ce n'est que normal qu'elle puisse être jugée, puisque même chez nous ici, il y a... Oui, tout à fait. Même chez nous, c'est prévu dans la Constitution que celui qui est président de la République, eh bien, une fois il n'est plus président, pour les infractions de droit commun, il va relever de la Cour constitutionnelle. Donc, le président, le Premier ministre, s'il a commis des infractions de droit commun, eh bien, une fois il n'est plus aux affaires et on constate qu'il a commis des infractions, notamment le vol, le détournement, ce sont des infractions de droit commun, il doit subir la rigueur de la loi, il est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Il y a un sujet aussi important dans le monde, c'est la guerre en Israël, où il y a des milliers de personnes qui succombent par rapport à cette mésattente entre Israël et la Palestine. Il y a le lundi dernier où un hôpital a été bombardé, où il y a eu plus de 200 morts. Quel serait votre avis par rapport à ça? Le pays n'arrive pas à se mettre ensemble et il y a des milliers de personnes qui succombent facilement et les deux nations n'arrivent pas à se mettre ensemble. Ils acceptent de rester toujours en mésentente, de traîner toujours dans la guerre. Oui, là, c'est un problème qui se pose à l'humanité. Hein. Ouais, bon, les Arabes et les Israéliens qui ne s'entendent pas, bon, les Palestiniens n'ont pas un État. Il y a leur ancien Premier ministre, avant que Netanyahou ne revienne, lors de l'avant-dernière Assemblée générale, il avait demandé que la Palestine ait un État, pas l'autorité palestinienne, non, que la Palestine ait aussi un État et qu'Israël, qui a déjà un État reconnu, la Palestine également puisse avoir un État reconnu en droit international public. Eh bien, Marine Le Pen vient aussi de dire que s'il y a un État comme ça, et palestinien, le Hamas qui a causé des morts en bombardant en Israël, sera puni par les autorités de son pays. Mais tant que les Américains, les Occidentaux ne veulent pas qu'il y ait un État palestinien, bon, et le Premier ministre actuel de l'État d'Israël, lui, croit que la violence peut conduire à une solution. La violence, là, elle ne conduit pas tellement à la solution, parce que ça fait des années que ça dure, il y a des morts et des morts. L'hôpital qui a été bombardé, ouais, bon, on est à 471 morts, d'après les chaînes de télévision. Bon, ce sont des innocents qui sont morts comme ça. Bon, et évidemment, le Hamas aussi a tué des civils en Israël. Donc moi, je crois que la solution, les maîtres de ce monde doivent s'imposer pour que la Palestine ait un État reconnu internationalement et que l'État d'Israël, qui existe déjà, soit protégé. Il ne faut pas l'antisémitisme. Eh bien, là, on aura avancé. Mais tant qu'on laisse cette situation pourrir, les destroyers des États-Unis sont là pour protéger l'État d'Israël, mais c'est à court terme. Il faudrait des solutions à long terme. Donc un État palestinien et un État israélien qui existe déjà. Et on voit comment ces deux États peuvent... Également, il y a la même situation qui persiste depuis si on peut dire qu'on dit quelques années, où l'Ukraine est toujours en confrontation contre la Russie.
Est-ce que ces gens ne peuvent pas se mettre sur une table pour trancher cela? Bon, là aussi, je crois qu'ils finiront par s'entendre parce que les Américains avaient bombardé au Vietnam pendant des années, mais il y a eu un traité à Paris en 1976, hein, si j'ai bonne mémoire. Donc, actuellement, les Occidentaux qui ont cru que c'était facile de s'approcher, d'avoir une base militaire en Crimée, en Ukraine, pour encore réduire la puissance de la Fédération de Russie, hein, qui est en train de renaître, hein, de se cendres après la cassure de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Eh bien, moi je pense que actuellement les Occidentaux, les États-Unis qui viennent de fournir encore des armes là-bas à longue portée ou des bon, je crois qu'ils veulent seulement que l'Ukraine soit en position de négocier un traité en étant en bonne position de force. Bon, mais je ne pense pas qu'il y aura un vainqueur ou un vaincu. Bon, la Fédération de Russie peut supporter la guerre du moment que les sanctions sur le plan économique ne l'ont pas empêché d'avoir de l'argent pour faire la guerre. Et elle peut continuer encore pendant 1 année, 2 ans. Alors, entre-temps, il y a des morts, et surtout des civils. Et là, ce n'est pas intéressant. Voilà. Il faut arriver à un traité. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour échanger sur le sujet de l'actualité de l'heure. On a eu à décrypter, moi et vous, sur ce sujet de grande envergure dans notre pays ainsi dans le monde. Lorsque ça ne soit pas la toute dernière fois qu'on vous reçoit dans notre émission Perspective, aussi longtemps que nous aurons les temps, nous passerons de manière à échanger avec vous. C'est moi qui vous remercie également, Madame Christelle, de m'avoir invité pour qu'on puisse débattre des sujets de l'heure sur le plan local, continental et international. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est la fin de notre mission Perspective. Vous qui aimez bien vous informer, avoir beaucoup plus de détails, avoir beaucoup plus de notions sur l'actualité de notre pays et un peu partout dans le monde, je vous en prie de rester toujours branchés et fidèles sur votre émission Perspective. Au revoir.